Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée et au Sénat avec cette semaine à mes côtés Oriane Mancini. Bonjour Oriane. Bonjour Thibault. Et notre invité est Olivier Paccaud, sénateur Les Républicains de l'Oise. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là. Semaine à tonalité très budgétaire au Sénat. La Chambre haute a démarré jeudi l'examen du projet de loi de finances 2019. Le débat a tourné autour de la fiscalité écologique, d'autant que lundi, lors de l'examen de la loi de finances rectificative, le Sénat a dénoncé un rabot de 600 millions d'euros au budget de l'écologie, ce que conteste le gouvernement. L'Assemblée nationale s'est penchée sur la réforme de la justice, un texte d'abord examiné au Sénat qu'il avait largement remanié, mais l'Assemblée est revenue à la version initiale du texte, celle du gouvernement. Faut-il interdire la fessée ? Oui, répond l'Assemblée nationale. Une proposition de loi MoDem était examinée en commission cette semaine. Le texte a suscité de vifs débats, d'utilité publique pour certains, ridicule pour d'autres. Et cette semaine, au menu du Sénat, donc, budget et écologie. Jeudi, les sénateurs ont démarré l'examen du projet de loi de finances pour 2019, celui du pouvoir d'achat pour le gouvernement, mais le débat s'est concentré évidemment sur l'écologie sur fond de mobilisation des Gilets jaunes. La Chambre des territoires a voulu se faire l'écho des inquiétudes des Français et d'un sentiment de ras-le-bol fiscal. Résumé des débats avec Samia Déchir. En pleine mobilisation des Gilets jaunes, les sénateurs demandent au gouvernement de geler la hausse des taxes sur les carburants. Le budget 2019 prévoit une hausse de la TICPE au 1er janvier. Elle augmentera ensuite chaque année jusqu'à la fin du quinquennat. Un effort injuste pour la Commission des finances. Pour un ménage se chauffant au fioul domestique, un ménage qui utilise une voiture diesel, ce n'est pas forcément un choix, c'est le carburant des gens qui travaillent. Eh bien, l'impact de ces hausses de fiscalité énergétique, c'est 136 € en 2018 et c'est 538 € en 2022. 538 € en 2022. À partir de ces constats, la Commission des finances proposera, comme elle l'a fait l'année dernière, de geler les tarifs de la TICPE à leur niveau de 2018. Pour ne pas augmenter les taxes, la majorité sénatoriale demande au gouvernement de maîtriser davantage ses dépenses. L'an prochain, le déficit public atteindra 2,7% du PIB. Pour la première fois depuis 10 ans, le déficit public en France est en train de repartir à la hausse, qui est assez exceptionnel d'ailleurs, malheureusement, en Europe, que M. François Hollande, vous le connaissez bien, vous l'avez soutenu, pendant ses 2 premières années de mandat, a fait 37 milliards d'euros de dépenses publiques et Emmanuel Macron, au même point, en fait 51 milliards. L'exécutif renvoie la balle à ses détracteurs. Pour le gouvernement, l'opposition ne peut pas lui demander à la fois de dépenser moins et de débourser plus pour aider les ménages à faire face à leurs dépenses énergétiques. Vous me trouverez toujours de votre côté pour baisser intelligemment la dépense publique et réduire la dette, qui est un poison pour notre économie. Mais dans ce cas-là, aidez-moi, votez les réductions de dépenses publiques que nous vous proposons, votez ce que nous avons proposé sur les emplois aidés ou autres, et ne proposez pas des chèques essence à 15 milliards d'euros pour les Français. La fiscalité énergétique a largement occupé les discussions et devrait continuer de dominer les débats sur le budget tant que les Gilets jaunes resteront dans la rue. Olivier Paccaud, on vient d'entendre Bruno Le Maire à l'instant. Il vous reproche votre incohérence. D'un côté, vous nous demandez de baisser la dette, les dépenses publiques. De l'autre, vous ne votez pas les restrictions budgétaires qu'on vous propose. Que lui répondez-vous ? Que l'incohérence, elle est du côté du gouvernement depuis malheureusement 1 an et demi. Alors, allons sur le terrain du diesel. On augmente le prix des carburants sur tout le quinquennat de façon forte, mais en même temps, on va, fermer des maternités, fermer des gares, fermer des perceptions en zone rurale et donc obliger les gens à rouler plus. On a encouragé ces mêmes gens à acheter du diesel. Donc l'incohérence, elle est du côté du gouvernement. Après, monsieur le maire, je l'entendais parler de réduction de dépenses publiques. Mais les grandes réformes que la France attendait et qu'avait promises le président de la République, les réformes structurelles, les réformes de réduction du périmètre d'action de l'État, on les attend toujours. Alors, la majorité des Républicains au Sénat va donc revenir sur la hausse des prix du carburant. Vous faites le budget des Gilets jaunes ? On fait le budget dont les Français ont besoin. Vous savez, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est très populaire.
qui comprend des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester. Et cette hausse des carburants, c'est en quelque sorte la goutte de gasoil qui fait déborder le réservoir des colères. C'est un ras-le-bol fiscal général. Alors effectivement, le fait de ne pas augmenter au 1er janvier, c'est-à-dire dans 5 semaines, de 6 centimes le diesel, de 3 centimes l'essence, oui, c'est un geste envers les gilets jaunes, mais c'est un geste dont la France a besoin. Et très sincèrement, au sujet des gilets jaunes, j'ai trouvé que l'attitude du gouvernement était particulièrement méprisante. Mais on va y revenir. Si on recule sur la taxe carbone et la trajectoire des hausses des prix des carburants, comment est-ce qu'on incite à la conversion nécessaire vers des véhicules plus propres ? Alors, d'abord, il faut quand même sortir de cette fable. Les Français aiment les fables de La Fontaine, ils n'aiment pas les fables de De Rugy et de Darmanin. La transition écologique ne passe pas par cette convergence diesel-essence. Puisque, et tous les Français le savent maintenant, 80% du produit des taxes sur les produits énergétiques va non pas à la transition écologique ou énergétique, mais va au budget général. Donc arrêtons cette fable. Les Français sont écologiques, les gilets jaunes sont écolos, mais ils ne veulent pas qu'on les escroque à ce niveau-là. Il faut arrêter tout de suite ce discours. On va revenir sur ce fléchage de laissez-moi dire une petite chose. On va regarder un sujet dans quelques instants, donc vous aurez le temps de vous exprimer. Juste sur les gilets jaunes, ce mouvement, est-ce que vous parleriez de radicalisation, comme l'a fait le gouvernement ces derniers jours ? Alors, il a parlé de radicalisation il y a 3 jours avec Christophe Castaner, et puis aujourd'hui, il change un petit peu de braquet et il commence à dire qu'il va vraiment prendre en compte les volontés des gens et que mardi, nous aurons soi-disant des annonces. C'est très flou. Pourquoi soi-disant ? Vous n'y croyez pas ? Écoutez, on a déjà eu des annonces il y a une bonne semaine, avec un doublement de la prime qui passait de 2 000 à 4 000 euros pour changer de véhicule. Ça n'a pas suffi à calmer la colère. Alors, je ne sais pas ce que va annoncer le président de la République. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il annonce ? Déjà, effectivement, un moratoire sur la hausse de la TICPE. Vous savez, c'est pas raisonnable sur 5 ans, alors qu'on ne connaît pas l'évolution du prix du baril, effectivement, de prévoir des hausses. C'est quelque chose qui devrait se faire chaque année dans le cadre du vote du budget. Donc, la première des choses, effectivement, c'est un moratoire sur la hausse des prix du gasoil, ou en tous les cas de la fiscalité énergétique. C'est la première des choses. Mais une petite chose quand même sur les gilets jaunes. Je dirais que qui sème le mépris récolte la jacquerie. Et on a vu partout en France, puisqu'il y a eu près de 2000 points de blocage, des gens qui sont venus manifester vraiment plus que leur ras-le-bol. Une forme de désespérance. Et notamment en ruralité. Et j'aimerais parler quand même du sentiment d'abandon de ces zones rurales, de déclassement, un sentiment même d'assignation à résidence. Vous savez, cette France des périphéries, comme en parlait Christophe Guilluy, c'est cette France où quand on ferme une classe, on ferme une poste, on ferme une perception, on ferme une maternité, on ferme une gare, on ferme une usine, dans 9 cas sur 10, c'est chez eux. Alors Olivier Paccaud, vous nous parlez de ce mouvement des Gilets jaunes, et il y a un homme qui a essayé de l'exprimer, cette colère, cette semaine, c'était à l'Assemblée, et ça a été beaucoup commenté. Je voudrais qu'on regarde cette image ensemble. Cet homme, c'est Jean Lassalle, député non inscrit, qui a donc revêtu un de ces fameux Gilets jaunes, et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, lui a demandé de l'ôter, puisque c'est interdit par le règlement. Refus de Jean Lassalle. La séance a dû être suspendue. Le président de l'Assemblée a-t-il eu raison de sévir? S'il vous plaît. Écoutez, le président de l'Assemblée est là pour faire respecter aussi les règles. Maintenant, Jean Lassalle, on connaît sa façon de s'exprimer des fois un petit peu différemment. Il avait chanté sur les bancs de l'Assemblée. Il a peut-être réussi un bon coup de communication, mais en même temps, il faut montrer à ces gilets jaunes qu'on est solidaire de leur
leur mouvement qu'on comprend et qu'on ne se contente pas de parler. Alors c'est un geste, personnellement je ne l'ai pas fait et je ne l'aurais pas fait. Aucun sénateur n'a enfilé de gilet jaune sur sa veste, mais peut-être qu'on l'a dans le cœur, le gilet jaune. Alors on va revenir à la question que vous évoquiez il y a quelques minutes. Le produit de la taxe sur les carburants va-t-elle à l'écologie ? Eh bien non. Pour le Sénat, le rapporteur général du budget a constaté dans le projet de loi de finances rectificative 2018 un rabot de près de 600 millions d'euros au budget de l'écologie. C'est une présentation démagogique, répond Gérald Darmanin. Explication Aurélien Romano. C'est l'histoire de 577 millions d'euros du budget rectificatif 2018 qui font grincer des dents. Car en plein mouvement des Gilets jaunes, une partie des recettes affectées à la transition énergétique a été reversée au budget général 2018 rectificatif. La droite dénonce une mesure injuste. Le gouvernement a très bien pu dire nous avons une partie de cette fiscalité qui vient de l'essence, qui vient du gazoil payé par les Français, qui vient du fioul domestique payé par les Français. Eh bien, ce surplus de recettes, c'est quelques 600 millions d'euros de plus. On les affecte, on les utilise en partie plutôt pour accompagner les Français qui en ont le plus besoin. Le ministère de l'écologie répond par le simple mécanisme comptable habituel et déplore l'exploitation politique qu'en fait la droite sénatoriale. Il s'agit tout simplement de mécanismes comptables qui ont lieu chaque année. Et là, je trouve ça quand même déplorable que l'opposition utilise ça pour l'exploiter à des fins politiques, pour faire peur à nos concitoyens. Un ajustement comptable qui aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt étant donné que le surplus est connu depuis le mois de juillet. Le ministre de la Transition écologique lui-même a dû reconnaître une confusion dans la communication. C'est de l'argent qui devait être dépensé pour le soutien aux énergies renouvelables. Et comme le coût des énergies renouvelables baissent dans notre pays, eh bien, on n'a pas besoin de subventionner autant que ce qu'on avait prévu les énergies renouvelables. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais je suis conscient qu'en termes de présentation, évidemment, ça crée un trouble, ça crée une réaction d'incompréhension. Pourtant, son homologue au budget semble plus nuancé et regrette le trop grand fléchage de la fiscalité. D'abord, en affectant toute la fiscalité tout le temps, parce qu'on essaye à chaque fois de trouver un sens, on a un vrai problème. Il est rare de trouver des fiscalités qui sont propres à l'armée, à l'éducation nationale, et je crois que nous devrions tous collectivement ne pas sombrer dans la démagogie. Ces 577 millions réaffectés a posteriori au budget général sont donc un nouveau couac dans la pédagogie du gouvernement sur sa politique énergétique. Olivier Paccaud, vous avez entendu Brune Poirson dans ce sujet, elle vous accuse d'exploitation politique. Que lui dites-vous ? Que le gouvernement, malheureusement, n'a pas de boussole écologique, il n'a qu'une boussole budgétaire. En fait, toute l'action du gouvernement tourne autour de cette problématique, aller trouver des sous. Et c'est vrai que dans le cadre du PLFR, la Commission des finances du Sénat a levé ce lièvre, qui est quand même d'un cynisme absolu en pleine action des Gilets jaunes, à savoir que 577 millions d'euros qui, en 2018, pas en 2019, en 2018, devaient être utilisés à la transition énergétique, ne l'ont pas été et vont être réaffectés au budget général. Monsieur Macron, Monsieur Philippe sont comme le Monsieur Jourdain, ils font de l'écologie sans le savoir. En fait, ils font pas du tout d'écologie. Et c'est ça le gros problème, et que les Français ne supportent plus. C'est-à-dire que on leur ment. On leur fait croire, on les culpabilise en disant vous êtes des pollueurs. Et pour changer d'attitude, nous allons vous obliger à aller vers des véhicules propres. Et en même temps, ils voient très bien que cet argent n'est pas utilisé à l'écologie. Alors quand Madame Poirson nous parle de cynisme, de scandale, j'avoue que je suis sidéré. Vous savez, les Français, ils savent compter. Et ils comptent bien mieux que les ordinateurs de Bercy. Ils comptent au centime près quand ils font leur plein. 2, ils comprennent les choses. Et là, ils voient malheureusement qu'on leur ment, que le gouvernement leur ment. Et c'est vrai que ce PLFR, c'est assez incroyable en pleine polémique des Gilets jaunes. Donc vous demandez au gouvernement de reverser ces 577 millions au budget de l'écologie ? Je lui demande d'être cohérent avec lui-même. Si l'écologie est réellement une priorité, effectivement, qu'il affecte cet argent à ce à quoi il devait être affecté, c'est-à-dire à l'écologie, qui respecte sa parole, ce qu'il ne fait pas depuis des années malheureusement. Alors Olivier Paccaud, pour conclure sur ce sujet de la fiscalité écologique des Gilets jaunes, comment sortir de l'impasse pour le gouvernement ? Quel message lui adresseriez-vous aujourd'hui ? Vous savez, je ne suis pas allé sur un rond-point spécifiquement le week-end dernier pour rencontrer des Gilets jaunes, mais dans le cadre de ma tournée du week-end, j'ai rencontré des Gilets jaunes. Et il y a une dame avec beaucoup d'humour qui m'a dit aux États-Unis, ils ont Donald, nous on a Picsou. Bon,
Évidemment, c'est caricatural, mais c'est complètement vrai dans l'esprit des gens et dans la réalité. Alors oui, ce que l'on demande déjà, c'est d'abord la réaffectation de tout cet argent consacré normalement à la transition écologique, à l'écologie, et un moratoire sur les hausses de la TICPE prévues pour 2019, et que ça soit maintenant désormais fait année par année. On va passer à notre deuxième thème, la réforme de la justice. Déjà votée au Sénat, la loi portée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, était examinée cette semaine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La majorité et le gouvernement sont revenus à leur copie initiale alors que les sénateurs avaient largement modifié le texte. L'objectif principal reste de désengorger les tribunaux. Le résumé des débats est signé Nathalie Guillois. Principale préoccupation du gouvernement, le budget de la justice. Il augmentera de 1,6 milliard sur 5 ans, soit une progression de 24%. Encore insuffisant pour certains députés de l'opposition. Il faut, Madame la Ministre, une ambition beaucoup plus forte, beaucoup plus forte. Nous proposons une augmentation en 2022 de 50% du budget de la justice. Pour le gouvernement, ces moyens supplémentaires vont permettre la création de nouvelles places de prison. Nous livrerons 7 000 places supplémentaires par rapport à celles que nous avons trouvées en 2022 et nous aurons engagé, ou terrain acheté ou construction commencée, nous aurons engagé 8 000 nouvelles places. Nous tiendrons ce que nous faisons. Autre mesure qui fait débat, la caisse d'allocation familiale pour remplacer les juges. C'est le sens d'une expérimentation que veut lancer le gouvernement. La CAF pourrait réévaluer les pensions alimentaires pour les parents divorcés sans passer par le juge. L'opposition y voit surtout des mesures d'économie. Comme si la seule solution pour que ce soit plus rapide et plus efficace, c'était de contourner le juge et de ne plus aller devant le juge. Ben non, si pour être plus rapide et plus efficace, il faut plus de juges, alors mettons en œuvre des recrutements et plus de juges. L'Assemblée a également voté la simplification du divorce, en supprimant par exemple l'audience de conciliation. C'est un changement important de procédure qui concernera plus de 50 000 couples chaque année et qui, je crois, permettra de leur donner satisfaction en diminuant le temps. On envisage de diminuer à peu près par 2 le temps consacré à cette procédure. Une justice plus simple, plus rapide, ce sont les objectifs de ce gouvernement avec ce projet de loi qui sera voté mardi à l'Assemblée. Alors Olivier Paccaud, le gouvernement a donc rétabli sur l'essentiel des points la version initiale qui était la sienne. Le Sénat n'avait-il pas fait de la surenchère, par exemple, sur le moyen de la justice ? Oui, enfin, la surenchère, je ne sais pas, mais le Sénat souhaitait donner plus, effectivement, de moyens à la justice. Et le Sénat souhaitait que le président de la République tienne ses promesses, à savoir 15 000 places de prison, par exemple, alors qu'il n'y en aura que 7 000. Donc, effectivement, ça passe par plus de moyens. Juste, la ministre dit qu'il y en aura 15 000 à la fin du quinquennat. 7 000 effectifs et 8 000 qui seront créés. Qui seront lancés avant la fin du quinquennat. Voilà, 8 000 qui seront lancés, la nuance est importante. Donc en fait, c'est 7 000 qui seront créés. Bon, toujours est-il que oui, nous avions prévu, mais ça a été retoqué par nos collègues de l'Assemblée, effectivement, une majoration du budget. Tout à fait. Alors le gouvernement veut se passer du juge, on l'a entendu, dans un certain nombre de domaines afin de désengorger les tribunaux. On a entendu l'exemple du calcul des pensions alimentaires. C'est une bonne philosophie ? Écoutez, le gouvernement veut accélérer pour tout. Il veut moins de juges, entre guillemets, ou moins d'actions de juges, comme dans le cadre de la réforme constitutionnelle, il voudrait que le Parlement aille plus vite. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je n'en suis pas convaincu du tout, d'autant plus que cela s'accompagnerait ou s'accompagnera d'une modification de la carte judiciaire. Dans mon département de l'Oise, hier matin, les avocats du barreau de Beauvais manifestaient devant la crainte de cette fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, devant cette volonté de spécialiser certains tribunaux qui ne vont aboutir qu'à une seule chose aussi, c'est éloigner le justiciable de la justice. Et alors, on revient toujours à notre problématique aussi de déplacement. Si il y a spécialisation des tribunaux, ça voudra dire que les justiciables devront rouler plus, consommer plus, polluer plus. Où est la logique ? Où est la cohérence gouvernementale ? Même dans la loi sur la justice, il y a une incohérence.
Alors Nicole Belloubet qui a fait une annonce importante cette semaine, c'était mercredi lors des questions d'actualité au gouvernement. Elle a affirmé son intention de réformer par ordonnance la justice des mineurs. Elle a déposé un amendement pour réformer l'ordonnance de 45, un dossier auquel beaucoup de ses prédécesseurs avaient renoncé car il est très sensible. Alors Gérard Larcher et le Sénat avaient demandé cette réforme de l'ordonnance de 45. Le Sénat allait s'emparer de ce sujet. Est-ce que la garde des Sceaux a pris les devants ? Peut-être. Et écoutez, si elle veut réellement réformer cette ordonnance de 45, nous l'y aiderons bien volontiers. Les enfants de 2000, enfin les ados de 2018 ne sont plus ceux de 1945. Il faut qu'il y ait une adaptation. Vous l'avez très bien dit, de très nombreux hommes politiques, de très nombreux gardes des Sceaux ont parlé d'une évolution de cette ordonnance de 45 sur les mineurs. Ils ne l'ont pas fait. Il est temps de le faire. Et nous accompagnerons volontiers la garde des Sceaux dans la réforme, si elle va dans le bon sens. Alors le gouvernement veut passer par une ordonnance. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu une loi ? C'est un sujet qui mérite un débat approfondi au Parlement. Oui, bien sûr. Le Parlement, il est là pour parlementer dans le sens noble. Et donc, il faut savoir prendre son temps. Surtout sur des sujets aussi graves, aussi profonds. Donc, mieux vaut une loi qu'une ordonnance. Oui. Alors, on va terminer cette émission avec l'Assemblée qui veut interdire la fessée. C'est l'objet d'une proposition de loi défendue par le groupe MoDem. Elle a été adoptée en commission mercredi. Le texte ne prévoit pas de sanctions, mais inscrit dans la loi le principe d'un droit à l'éducation sans violence pour les enfants. Les débats ont été évidemment animés, les partisans de la fessée ayant donné de la voix. Résumé, Maïté Frémont. Sensibiliser plutôt que sanctionner, voilà l'objectif de cette proposition de loi sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires. En clair, il ne serait pas question de pénaliser les parents en cas de gifle ou de fessée. Ce texte, porté par la députée MoDem Maude Petit et co-signé par des élus d'autres groupes, est avant tout symbolique et a pour ambition d'inscrire dans le Code civil, à l'article lu lors des mariages, que les titulaires de l'autorité parentale l'exercent sans violence. S'il n'y a plus la fessée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a bien d'autres modes de façon d'éduquer ses enfants. Il faut parler avec l'enfant, il faut l'écouter, il faut aller jouer au foot avec sa fille, il faut s'arrêter, prendre un peu de temps pour cuisiner avec son fils, il faut être dans l'échange. Ça ne veut pas dire plus de fessée, qu'il n'y a plus d'éducation. Il n'y a pas une idée, une fois cette loi votée, de la manière dont nous serons parents. Il n'y a pas d'idée de prescription. Par contre, l'idée que c'est un point d'appui et une aide à la parentalité pour sortir des violences éducatives ordinaires, oui, je considère que c'est un point d'appui. L'objectif également de ce texte est d'abolir le droit de correction encore en vigueur dans la jurisprudence. Mais certains députés ne semblent pas prêts à rompre avec des habitudes héritées de l'enfance et dénoncent une ingérence dans la vie des familles. Alors je précise que j'étais le père d'une famille de 6 enfants, peut-être que quelqu'un a fait mieux. J'ai imposé des règles dans leur éducation. Mes enfants, tous adultes aujourd'hui, ne manifestent aucune critique, loin s'en faut, à mon endroit. On a parlé de cris, c'est-à-dire que si un parent très énervé après une journée de travail perd patience et se met à crier sur son enfant, c'est interdit par la loi. D'autres sont plus partagés et ne souhaitent clairement pas trancher ce débat. Il y a tout un arsenal juridique. Bon, est-ce qu'il est nécessaire d'en rajouter ? Donc, je laisse la sagesse à cette Assemblée. La France est aujourd'hui l'un des 6 derniers pays de l'Union européenne à ne pas avoir interdit les violences éducatives ordinaires. Alors Olivier Paccaud, ce texte arrivera au Sénat dans les prochains mois. Quelle sera votre position ? Écoutez, vous savez, les mots et la bienveillance sont toujours préférables à la violence et à la fessée. Évidemment, ils sont toujours plus efficace. Néanmoins, il existe aujourd'hui un arsenal législatif pour punir les violences envers les enfants, les violences parentales envers les enfants. Faut-il aller plus loin ? Je n'en suis pas totalement convaincu. Cela mérite question. Et vous savez, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans les extraits que j'ai vus, mais l'indifférence. C'est des fois bien plus violent. L'indifférence
envers ses enfants de la part de certains parents, c'est des fois bien plus violent. Et ça, malheureusement, ça ne sera pas sanctionnable par la loi. Alors si un père de famille hausse des fois un peu le ton, emploie un mot malheureux, a un geste inapproprié, faut-il le stigmatiser? Je n'en suis pas convaincu, mais évidemment, toute violence est plutôt à proscrire. Alors il y a dans notre droit aujourd'hui ce qu'on appelle un droit à la correction. Tant que c'est proportionné, ça ne me choque pas. Voilà. Maintenant, le fait que la France soit un des rares pays d'Europe à avoir encore dans sa législation la permission de fesser, ça en choque certains. Je ne suis pas convaincu que ce soit le problème majeur de notre pays aujourd'hui. Mais est-ce que surtout c'est au Parlement de trancher ce type de sujet? Est-ce que ça relève de la loi? Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence familiale? Dans certains cas, si, quand même, évidemment. Donc, le Parlement, il est là pour légiférer, mais il faut aussi des fois qu'il sache ne pas légiférer. La sagesse, des fois, c'est aussi de savoir, effectivement, ne pas aller trop loin dans l'immixtion dans la vie privée. Mais quand il y a de véritables violences, il y a toutes les armes pour punir les parents déficients. Merci. Merci. Merci Olivier Facot d'avoir été avec nous cette semaine. Et nous, Thibault, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité parlementaire.